Très heureuse de vous savoir très nombreux rendez-vous de notre rendez-vous de la semaine. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous dans ce nouveau numéro de Info 7. Info 7 de cette semaine a le plaisir de recevoir pour vous, pour la deuxième fois, si je ne me trompe pas, la présidente du collectif pour le développement et l'unité du Congo, CEDUC, Maître Arlette Oudia. Bonsoir. Bonsoir Madame Noëlla. Et comment vous allez? Bien, surtout avec votre invitation, je me sens beaucoup mieux. C'est un plaisir de vous revoir après une année que vous êtes passé dans ce magazine. Le plaisir est partagé, croyez-moi. Dites-nous d'abord comment se porte le CEDUC. Le CEDUC se porte bien. Pourquoi je le dis? Et pourquoi? C'est parce qu'aujourd'hui, bien de choses que nous avions dénoncées dans le temps se concrétisent. Les gens savent comprendre que nous avions eu une longueur d'avance, de dénoncer des choses pour lesquelles on devrait prendre garde, parce qu'on disait que si on ne corrige pas telle ou telle autre façon de faire les choses, les conditions de vie des Congolais vont se dégrader. Et qu'est-ce que vous avez dénoncé en son temps-là? Nous avons dénoncé que les acteurs politiques devraient travailler pour l'intérêt du peuple, parce que c'est justement pour ça qu'ils vont demander un mandat. Il n'est pas logique pour les acteurs politiques d'aller auprès des citoyens, formuler des promesses, demander le mandat, une fois aux affaires, n'est plus servir le peuple. Et qu'est-ce que vous voulez dire par là? Le régime Tshisekedi a déçu? Il est totalement défaillant. Le régime Tshisekedi est défaillant. Un régime que pourtant le peuple avait sérieusement accompagné. Et vous savez, on dit que le pouvoir connaît des l'usure. Joseph Kabila, qui a dirigé pendant 18 ans, à un certain moment, les Congolais étaient fatigués. Pas forcément parce qu'ils n'avaient pas bien travaillé. Mais c'était pourquoi alors? Mais tout simplement parce qu'il y avait des l'usure. Quand vous dirigez pendant une période relativement longue, ceux que vous dirigez ont tendance à penser que si vous partez, celui qui arrive ferait mieux, serait dans la continuité. On ira du bien à ce qui est meilleur. C'est ainsi que les Congolais attendaient. Ils attendaient cette alternance. Et le président Kabila, attentif à cette attente des Congolais, avait déjà envisagé une alternance. Tout le monde le sait. Mais qu'est-ce que l'alternance? Est-ce qu'on peut aujourd'hui comparer les 18 ans de gestion de Joseph Kabila Kabange à Tshisekedi qui n'a que 4 ans? Madame Noëlla, c'est le jour et la nuit. Le président Kabila, c'est celui qui a su réaliser ses promesses. Peut-être pas toutes, mais l'essentiel de ses promesses. On sait que déjà, il arrive au pouvoir sans passer par la voie des élections. Vous vous souvenez que c'est à la suite du décès de son père, Mosé Laurent Désiré Kabila, que lui est arrivé au pouvoir. Les critiques de l'opposition, à l'époque, elles étaient fondées. Et cette opposition qui disait que la RDC n'est pas un royaume où les gens peuvent succéder au pouvoir à l'issue du décès de leurs parents. Et le président Kabila avait décidé d'amener, il s'était engagé, d'amener le Congo aux élections pour permettre aux dirigeants d'être démocratiques. Il a donné les élections, il a donné la constitution, nous sommes allés au référendum. Il a réalisé ses promesses d'antan, il a organisé la société civile, il a organisé la vie politique. Mais le social des Congolais posait toujours problème. Vous faites bien de poser cette question. Vous savez, dans l'administration, on y va toujours étape par étape. Souvent, je rappelle aux gens que brûler les étapes, c'est se brûler par étapes. Il fallait d'abord organiser l'État. Nous en sommes arrivés à ce point que l'État était organisé. Il fallait réunifier les limites ou les frontières de notre pays. Nous en sommes arrivés au point que la RDC a été totalement réunifiée, mais non, il fallait parler développement. Kabila a commencé, il fallait que Kabila a commencé le développement de la RDC. Mais absolument, madame. Vous pensez que la population qui est en train de vous suivre maintenant est d'accord avec ce que vous êtes en train de dire? Oui, la population est d'accord. Partout où vous passez, vous entendrez les gens dire: en tout cas, la vie que nous menons aujourd'hui, elle est beaucoup plus pénible qu'au moment où Joseph Kabila était au pouvoir. La vie chère, nous ne l'avons pas connue à ce stade, à ce point.
La dépréciation monétaire, nous ne l'avons pas connue à ce point. Mais vous n'avez pas pensé à la Covid-19, mais aussi la situation de l'Ukraine qui a impacté aussi sur la RDC. Vous n'avez pas pensé aussi à l'insécurité? Sous le régime de Kabila, l'humanité a aussi connu la crise mondiale. Mais ça n'avait pas dérangé. Est-ce qu'il y avait eu une crise sanitaire comme la Covid-19? Mais une crise, c'est une crise. D'une part, elle peut être sanitaire et de l'autre, elle peut être totalement économique. Et sous le régime de Joseph Kabila, l'humanité tout entière a connu une crise économique. Mais en dépit de cela, le régime s'était stabilisé et a apporté quand même des solutions aux problèmes fondamentaux des Congolais. Il y a deux voix aujourd'hui qui estiment que la situation était un peu grave, laissée par Joseph Kabila Kabange, et que le trou trouvé par Tshisekedi ne pouvait pas changer les choses en 4 ans, même pas en 5 ans. Que répondez-vous à ces personnes? Mais nous répondons tout simplement que cela n'est pas vrai. Les difficultés, tous les régimes les connaîtront. Même après Tshisekedi, il y aura des difficultés. Mais il faudrait maintenant juger les autorités en fonction des difficultés au moment où ils sont en train de diriger. Comment Kabila avait géré la situation de la crise économique à son époque? Comment Tshisekedi gère la situation de la crise sanitaire et de la guerre partout au monde à son époque? À l'époque de Kabila, il y a eu des problèmes, mais à chaque fois, il respectait. En tout cas, il essayait de respecter ce qui était ses engagements avec son peuple, ce qui n'est pas le cas. Et nous, ces ducs, l'avions annoncé parce qu'on ne voulait pas qu'on en arrive à ce point. Nous avions dit à l'autorité politique, mais voilà ce qu'il faut faire et pas le contraire. En faisant le contraire, les conséquences sont que les Congolais vont davantage souffrir. En ce moment, croyez-moi, ils sont fatigués. Les Congolais sont fatigués de voir des autorités qui ne répondent pas aux besoins fondamentaux. À l'avènement de Félix-Antoine Tshisekedi, c'est vrai qu'il a géré à un moment FCC Cash. Donc aujourd'hui, si Tshisekedi a échoué, c'est que le FCC a aussi une part de responsabilité. La part de responsabilité, on ne peut pas totalement la réfuter. Le FCC a eu du mal à gérer avec Félix Tshisekedi parce que vous savez qu'ils étaient tout le temps affrontés, ils étaient tout le temps face au procès d'intention. C'est parce que le FCC ne voulait pas rompre avec ses anciennes habitudes, selon certains observateurs. Mais quelles sont ces habitudes, madame? Quand Joseph Kabila est arrivé au pouvoir, il a trouvé les gens dans l'administration publique et il n'a jamais considéré que ces gens, c'était des gens de Mobutu. Qu'est-ce qui peut expliquer que Félix Tshisekedi, qui arrive au pouvoir, considère que toutes les personnes qu'il a trouvées, soit dans l'administration publique, soit à l'armée, à la police, sont les hommes de Kabila, au point de dire qu'il faut déboulonner les systèmes. Aujourd'hui, les gens ont compris que les déboulonements... Il est devenu un bic rouge. Malheureusement, vous avez vu qu'il a complètement déstructuré l'État, qu'il a abîmé carrément le tissu social. Aujourd'hui, les Congolais ne se supportent plus, selon qu'on est du Katanga, selon qu'on est de Kinshasa, du Kassai. Absolument, absolument, Madame Noëlla, et cela est déplorable. Nous, en tant qu'une structure, qui d'abord est une structure, comme vous le savez déjà, collectif pour le développement qui depuis un temps est proche du Front commun pour le Congo. C'est pas question d'être proche, mais nous sommes vraiment derrière le président Joseph Kabila. Nous avions essayé d'être au milieu du village pour concilier. Non, ça n'a pas du tout. Ou c'est parce que vous n'avez pas eu votre part du gâteau? La part du gâteau d'un acteur de la société civile, c'est la satisfaction du peuple congolais. À partir du moment où ce peuple n'est pas satisfait, il n'y a plus de raison pour nous d'être du côté du pouvoir. Nous avons choisi notre camp, nous l'assumons, nous expliquons aux Congolais et ils le comprennent. Et vous êtes sûr que cette population congolaise est avec vous? Absolument. Ou vous parlez juste pour parler? Mais allez-y dans les milieux publics, vous y trouverez les Congolais en train d'exprimer leur ras-le-bol. Allez dans le marché, au marché central, au marché Gambela, même à l'arrière-pays, vous trouverez désormais les expatriés en train de vendre au prix unitaire, ce qui est interdit par notre loi. Est-ce que l'État est là?
L'État est là mais pour ça n'a pas commencé aussi empêcher. aujourd'hui, même quand Kabila était là, on a vu les expatriés exercer des petits commerces réservés aux nationaux. Dans une certaine mesure, oui. Mais dans une autre, il y avait l'État. L'État quand même qui essayait de réguler les secteurs. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Il y a 5-6 ans passés, vous allez au grand marché, vous n'y trouverez pas un Libanais, un Indien vendre par unité, soit c'était par dizaine, soit c'était par douzaine. Mais aujourd'hui, le Libanais vend même une boîte de tomates alors qu'il y a une dame qui venait d'acheter un carton et qui doit revendre par pièce unitaire. L'État n'est pas là, l'État est absent et les Congolais sont abandonnés à leur triste sort. Madame, Messieurs, prenons à présent le premier dossier de notre rendez-vous de la semaine, Info 7. Suspension du directeur général Fabrice Lucinde à la tête de la Société nationale de l'électricité. La question continue à susciter de réactions. À en croire certains observateurs, Fabrice Lucinde est victime d'une cabale de politiciens qui sont contre la méritocratie car ils savent que ce serait la fin pour eux, les entreprises publiques étant leurs vaches laitières. Depuis sa nomination au poste du directeur général de la SNEL, Fabrice Lucinde a complètement asséché la source et essaye tant bien que mal de remettre la SNEL à flot. Pourtant, cette entreprise a une dette de plus d'1 milliard de dollars. Ayant bien ouvert les yeux dans cette affaire, certains observateurs estiment que les politiciens ne visent pas la desserte en électricité, encore moins la compétence du directeur général Fabrice Lucinde. Ce dernier a été recruté sur concours organisé par le COPIREP sur recommandation de la Banque mondiale et il était premier sur plus de 180 candidats retenus. Selon l'inspecteur général de finances, son rapport ne retrace aucun fait de détournement des deniers publics de la SNEL depuis 6 mois. Il ne nous a pas été posé la question sur la gestion de la SNEL. L'inspection générale des finances encadre les opérations financières à la SNEL. Les rapports que nous avons ne retracent aucun fait de détournement pour les 6 derniers mois. Et l'effet d'opacité dans la gestion, nous ne l'avons pas également retracé. Donc nous avions suivi comme tout le monde. Nous sommes d'ailleurs très étonnés, au moins qu'on parle d'autres choses. Moi j'ai cru comprendre qu'on parlait de l'incompétence. Là aussi, nous ne voudrions pas nous prononcer. Vous savez, on est en matière de gestion. Il est difficile de comprendre que des personnes qui ont été recrutées sur concours, ce sont les rares mandataires qu'on a recrutés sur concours et à la demande des institutions internationales. Et ces mandataires ont réussi avec brio et qu'on vienne aujourd'hui parler de l'incompétence. Ça, ce n'est pas notre problème, ce n'est pas nous, mais l'inspection générale des finances qui encadre les opérations financières de la SNEL n'a retracé aucun fait de détournement des deniers publics. 4 mois seulement à la tête de la SNEL, Fabrice Lucinde a été déclaré incompétent. L'opinion estime que l'objectif inavoué dans cette affaire, c'est de casser la volonté de mettre en place systématiquement des concours transparents pour l'accession aux fonctions des directeurs généraux et présidents du conseil d'administration de toutes les entreprises du portefeuille de l'État qui étaient réservées aux politiciens lors de partage du gâteau. Tout en saluant les efforts de la Régie des eaux à rétablir la desserte en eau potable dans certains quartiers de Kinshasa, la Voix de Sans Voix dénonce des coupures intempestives et avis des coupures dans la desserte dont font l'objet des milliers d'abonnés à travers la capitale. Elle condamne également les menaces de déterrement des tuyaux des abonnés dans le cadre de l'opération de recouvrement forcé de créances. La VSV s'insurge contre les méthodes utilisées par les agents souvent zélés de la Régie des eaux commis à cette opération qui, sans respect envers les abonnés, menacent ces derniers de coupures d'eau et de déterrement des tuyaux de raccordement aux installations de la Régie des eaux. Curieusement, ces menaces qui n'épargnent personne touchent même les citoyennes et les citoyens qui font preuve de bonne foi. Pourtant, des agents zélés de la Régie des eaux exigent
de l'argent aux abonnés pour leur propre poche. D'une famille à Kasavubu qui avait une dette de 173 000 francs congolais et qui, en date du 23 mars 2023, a payé de bonne foi 75 859 francs congolais. En date du 29 mars, soit 6 jours seulement après, des agents de la Régie des eaux sont revenus à la charge avec un avis de coupure sous forte menace. La Voix des Sans-Voix recommande la surséance de l'opération recouvrement forcé. La VSV demande à la Régie des eaux de mettre fin aux tracasseries et aux coupures intempestives d'eau, surseoir l'opération de recouvrement forcé contre la population en organisant cette fois-ci un autre recouvrement forcé contre les entreprises publiques, institutions et autorités qui ne payent pas leurs factures. Cette ONG des droits de l'homme souhaite voir les agents Régie des eaux déployés sur terrain être instruits pour le respect de la dignité humaine. 7 janvier 2023, 17 avril 2023. Évariste Kazadi Moukeba a totalisé 110 jours à la tête du territoire de Songololo. L'heure est à la restitution des réalisations à ses administrés. Par rapport aux 100 jours, j'ai effectué plusieurs descentes dans plusieurs villages pour constater comment la population vit. Mais j'ai constaté que la population, au-delà de l'énergie électrique, au-delà du courant, manque d'eau potable. Voilà pourquoi j'ai essayé un peu de travailler plus sur des forages pour réhabiliter plusieurs forages qui ne fonctionnaient pas depuis tout ce temps pour enfin donner à la population de l'eau potable. Cérémonie organisée en 3 étapes, à savoir celle de Loufou frontière, kilomètre 5 et Kimpese. Il est à noter qu'à chacune de ces étapes était un moment des échanges de vérité pour un meilleur avenir du territoire des Songololo. Némandasemi et son mouvement ont toujours éveillé la population congolaise sur l'occupation ou la politique rwandaise. Bunduria Congo, Bunduria Mayala, il a ses militants en prison. Administrateur territoire Yakala, Allegakina, RTNC, na Top Congo, Alobina Ngambore, Songalumone, Bapesi 300 km. Wapi Ekeneki 270 km. Mbongwana Ekeneki Wapi. Kopakola biso mafuta na bambebote eza adage bakoko batika. Donc, moi, je bate ya kaye na ba adage, so ba lobela kaye vérité. Tant que oza moi na mayele, ya ngona lobeli yo na ba adage pour comprendre. Donc, to lobi kaka ke vovaye. La 3e étape, celle de Kimpese, marque la fin de la restitution. Il revient sur l'idéal de ce compte rendu. Ce que vous devez retenir, en tant que gérant, nous devons rendre compte à la population que nous sommes en train de gérer. Nous sommes censés de gérer. Voilà pourquoi je me suis donné cet exercice de le faire. Je sais très bien que... Il est à noter qu'à la fin de cette cérémonie, une prière a été dite par des chefs religieux de toutes tendances confondues pour l'épanouissement et la cohésion de tous les nés Congo. Vous le savez très bien, Madame, Messieurs, le vendredi 21 avril 2023, les musulmans ont clôturé le mois de Ramadan. Maître Arlette Odia, quelle est votre attitude face à cette grande fête des musulmans? L'attitude est d'abord de souhaiter à tous les musulmans de notre pays une bonne certainement fête que vous religieuse en avez aussi, au sein de votre collectif. Absolument, une bonne fête religieuse. Mais il y a un regret, toujours dans la prise en charge de la question de nos compatriotes musulmans. Vous savez qu'à l'époque de l'Ancien Régime, toutes les confessions religieuses étaient toujours accompagnées par le pouvoir, pas dans le sens d'en faire leurs militants, mais il y a un devoir de l'État qui est celui d'accompagner les bonnes actions citoyennes. Mais depuis quelques années, 2 ou 3, au sein de la communauté musulmane, il n'y a pas d'entente entre les comités partants et les comités entrants. Il y a 2 comités, oui. Depuis toujours, on a appris que
la fête musulmane, elle est célébrée au stade des martyrs, mais ce n'est plus le cas. Pendant que je vous parle, il y a des croyants musulmans qui sont en prison à cause des incidents de l'année passée. Mais qu'est-ce que l'État fait pour rétablir ses compatriotes? Mais nous avons appris que le gouvernement congolais aurait pris le dossier en main pour trouver une solution. Prendre le dossier en main est une chose, mais régler fondamentalement la question en est une autre. J'ai suivi les dossiers parce qu'en tant que CEDUC, nous sommes saisis par des compatriotes qui nous présentent leurs doléances. Et parmi ceux-là, il y a des Congolais qui sont encore en prison à cause de l'incompétence, par exemple, de certains policiers qui n'ont pas réussi à encadrer ceux qui priaient au stade de martyrs l'année passée ou l'année d'avant. Mais l'État ne joue pas totalement son rôle et les musulmans sont laissés pour compte. Comment pouvez-vous dire qu'ils sont à l'aise alors que c'est pourquoi cette année ils n'ont pas célébré au stade des martyrs comme ils en ont l'habitude? Ils vont célébrer la fête au sein de leurs mosquées respectives. Mais ça veut dire que l'État n'a rien fait pour régler le problème qui les divise. C'est là regrettable. Et qu'est-ce que vous, face à cette situation, vous pensez qu'il y a une main noire? Main noire ou pas, il faudrait plutôt que l'État s'implique. L'État n'a pas de limite. L'État sait identifier les vrais problèmes qui divisent ses croyants. Il sait identifier la solution aux problèmes qui les divisent. Et si l'État était suffisamment engagé, on aurait déjà résolu ce problème. Et nos compatriotes là, ils célèbrent leur fête religieuse. Une très grande fête d'ailleurs. Très grande fête sur le plan mondial. Et ils ne la célèbrent pas dans l'enceinte, je veux dire, là où il y a le terrain. Oui. Là où il y a le terrain, parce que là, on pouvait dire que bon, ils peuvent abîmer la pelouse, ils peuvent casser les chaises, mais généralement, c'est dans l'enclos, tout simplement, du stade des martyrs. Je pense que le fait pour les musulmans de n'avoir pas célébré cette fête comme à l'accoutumée à l'époque où Joseph Kabila était au pouvoir, c'est vraiment regrettable et le gouvernement doit recadrer ce tir. Et maintenant, vous avez suivi la déclaration ou l'interpellation de la VSV face aux inquiétudes de la population, surtout en ce qui concerne la Régie des eaux, la SNEL, les agents. Quelle est votre réaction face à ces propos? La démarche de la VSV est fondée. On ne peut pas comprendre que dans ce pays où il y a l'eau en permanence, des rivières, des lacs, que l'on continue à manquer de l'électricité. Et quand les citoyens manquent de l'électricité, vous en connaissez les conséquences. Il y a des hôpitaux qui ne peuvent pas quand même. Oui, on est habitué à cette situation depuis des années. On ne devrait pas utiliser ces langages parce qu'on ne peut pas s'habituer avec le mal. Quand il y a des dirigeants, ils ont le devoir, l'obligation de régler les problèmes des citoyens. On ne peut pas comprendre que dans des pays désertiques, tels que l'Égypte, tels que d'autres, qu'il n'y ait pas de problème de courant, alors que chez nous, il y a le fleuve Congo, il y a la rivière Chopo, il y a autant de cours d'eau que l'on manque du courant. Donc la démarche mais entre-temps, le courant de la RDC alimente d'autres pays. C'est ce qui est regrettable. Et donc la démarche de VSV est salutaire. Mais est-ce que les personnes auxquelles le message est destiné le captent et qui le posent des actions en vue de résorber ce problème? Ça n'arrive pas. Et nous, en tant que CEDUC, nous joignons notre voix à celle des VSV pour interpeller les autorités politiques, les autorités administratives, de pouvoir s'impliquer en grave encore. On voit que c'est plus les autorités qui ne payent pas leurs factures, les entreprises publiques de l'État qui ne payent pas leurs factures. C'est tout simplement la preuve de la mauvaise gouvernance. Depuis la nuit des temps,
les autorités administratives et politiques ont du mal à apurer leurs factures. Mais vous pensez que si l'État fonctionne correctement, alors qu'il devrait pêcher par l'exemple. Alors qu'il devrait pêcher par l'exemple. Mais il se pose un problème. Lequel? Le problème est que quand l'État n'est pas là pour être rigoureux, pour les intérêts exercer, de la nation, voilà, pour exercer la sanction, même ces autorités, ils se mettent, on peut dire, semblable à une jungle. Absolument, mais ce que j'aimerais le plus dire, c'est que l'État doit prendre ses responsabilités en main. Rappeler aux uns aux autres leur devoir à l'endroit de l'État. Ce n'est que par là que nous pouvons vivre une vie suffisamment apaisée. Imaginez que tous les acteurs politiques, les autorités administratives viennent à payer leurs factures, l'État paye les siennes. Je pense que dans une certaine mesure, on va résoudre ce problème. Mais non, comme pour l'instant, nous sommes pratiquement dans une jungle où les lois de la République ne sont pas respectées, les devoirs des uns et des autres non plus. La conséquence, c'est que nous sommes tous en train de souffrir. Vous n'allez pas me dire que même ceux qui ont des groupes électrogènes ne souffrent pas avec la vie chère et le carburant qui coûte davantage cher. Le fait de tout le temps l'acheter pour son groupe, c'est aussi une souffrance. Et nous pouvons régler le problème autrement. Le DG de la SNEL éjecté de son poste par la Chambre basse du Parlement, c'était une décision de la représentation nationale. Vous avez suivi la LIGEF qui n'est pas du tout d'accord lorsqu'on parle de l'incompétence de Fabrice. Et après, c'est la décision du ministre portefeuille qui a décidé de le suspendre 4 mois après. Comment voyez-vous cette démarche? Honnêtement, la suspension de M. Fabrice, pour moi, c'est une méchanceté et c'est tout simplement une malhonnêteté politique. Les problèmes de la SNEL, voire même de la Régie des eaux, ça ne date pas d'aujourd'hui et ça ne peut se régler que d'abord du point de vue politique. Donc vous êtes d'accord avec ceux qui parlent, qui estiment qu'il est victime d'une cabale des politiciens? Il est tout simplement une victime. On ne peut pas dire que c'est lui qui est responsable des problèmes de courant. Cache cette attitude, ce comportement de la représentation nationale? Mais tout simplement le combat politique. Vous savez de quelle manière la coalition Union Sacrée s'est constituée? Je suis venue plusieurs fois sur votre plateau, peut-être pas de Info 7, mais d'autres. Le Congo Web nous a toujours reçus et nous avions dit que la constitution de l'Union Sacrée, étant donné qu'il ne respecte pas les règles du jeu politique, ça fait que les gens se mettent des bâtons dans les roues. Quand il y a l'administration qui doit pourvoir à un poste, on l'a dit, que c'est à l'issue d'un concours, d'un test, que ces autorités sont arrivées à la tête de la SNEL. Après quand même, 4 Mais mois il y a des acteurs politiques qui estiment que ces postes devraient leur être confiés par rapport soit à leur combat politique, soit par rapport à leur poids politique. C'est ça la conséquence. Il faut laisser les fonctions administratives aux administratifs, les fonctions politiques aux politiques. Maintenant, nous sommes dans les circonstances telles que tout est mélangé et quand les politiques s'invitent, c'est tous les autres qui sont victimes. Et comment régler cette situation ou ce problème? Mais tout simplement par la bonne gouvernance. Donc il doit être réhabilité, Fabrice? La logique, c'est celle-là. Mais en plus de sa réhabilitation, il faudrait que le gouvernement reconnaisse que c'est par sa faute que nous manquons du courant, que c'est par sa faute que nous manquons le fonctionnement régulier de la SNEL et pas rechercher la faute chez les autres. Ça, c'est leur habitude et ça doit changer. Une autre situation aussi avec la Sonaïdro, que vous l'aviez aussi suivi là-bas, ça ne va pas entre le directeur général et au fait avec le conseil d'administration finalement qui a qualité de suspendre un mandateur nommé par ordonnance présidentielle. Ce qui arrive à la Sonaïdro je voulais dire que ça n'étonne personne. Ah bon? Ça n'étonne personne parce que ça, c'est l'habitude de ceux qui sont à l'UDPS. Ils se mettent toujours des bâtons dans leurs roues. Souvenez-vous que l'honorable Jean-Marc Abound était le président ad intérim de l'UDPS. Aujourd'hui, il est en prison. Il est tout simplement en prison.
Au sein de l'UDPS, on connaît le secrétaire général, mais on ne connaît presque jamais les secrétaires généraux adjoints parce qu'ils sont étouffés. Non, mais ils sont quand même là de mais bien sûr qu'ils sont là, mais est-ce qu'on les connaît? Si on ne les connaît pas, comprenez par là qu'il y a un secrétaire général qui veut tout simplement que les autres, mais justement, et que les autres restent dans l'ombre. C'est ce qui est réglé. Et c'est là, ça répercute même dans la vie des entreprises publiques. Donc vous voulez dire que le tout commence par que Augustin Kabouya? C'est ce que je peux dire sans mâcher les mots. Ah bon? Quand vous êtes en train d'exercer le pouvoir politique, vous devrez savoir que vous ne faites pas tout le travail seul. Et quand vous avez délégué de pouvoir, aidez vos collaborateurs à réussir leurs tâches. Parce qu'en fait, quand ceux-là réussissent leurs tâches... Donc ça, c'est aussi un conseil que vous êtes en train de donner à Augustin Kabouya pour qu'il fasse mieux. On a besoin que cet État se relève. On a besoin que cet État se relève. Vous ne confiez pas des responsabilités aux gens et après, vous les mettez dans les conditions de ne pas bien exercer. C'est ce qui est regrettable. Et c'est ce que nous vivons à la Sino-Hydroc. J'ai toujours posé cette question aux membres de l'UDPS qui disent que non, ça va avec Augustin Kabouya, contrairement à Jean-Marc Kabouna Kaboun. Finalement, c'est parce que vous êtes dans l'opposition que vous voyez tous les mal en Augustin Kabouya. Mais ils ne peuvent que vous dire ça. Mais vous et nous, les compatriotes, ils peuvent eux aussi avoir une lecture qui leur est propre pour dire, mais voilà, à cet endroit, il est tout simplement en train de dire de contre-vérité. Quand vous voulez voir un résultat positif venant de quelqu'un, après lui avoir confié des responsabilités, vous l'aidez à réussir ses missions. Quand il ne les réussit pas, ben, c'est tout le monde qui souffre. Ces choses-là, ils doivent les comprendre. Madame, Messieurs, prenons à présent le deuxième dossier de notre rendez-vous de la semaine. Finalement, toujours de voix qui s'élèvent lorsqu'il faut parler de cette proposition de loi Tchani. On en parle juste après ce dossier. Je pense que c'est un projet de loi dépourvu de tout fondement scientifique et logique même, parce que les arguments que l'honorable Boris avance pour interdire la consommation de la viande des chiens et des chats, ces arguments sont faux sur toute la ligne. L'honorable dit que les chiens est un animal de compagnie et que cette espèce est en voie de disparition. Alors qu'il n'y a pas que les chiens qui est un animal de compagnie, il y en a beaucoup d'autres. Mais aussi que les chiens n'est pas en voie de disparition, d'autant plus qu'il y a 700 millions de chiens dans le monde. Et une chienne mébat en moyenne 6 chiots par an, alors que la chèvre, dont plusieurs Congolais mangent de la viande, mébat 2 chevreaux seulement par an. En réalité, c'est un projet de loi juste populiste et tribaliste, car ce projet de loi cible une tribu de la République démocratique du Congo, les Balouba qui mangent les chiens, alors que chaque tribu a une culture alimentaire qu'on ne peut pas lui ôter, parce que vous avez les sentiments d'amour envers un chien, vous avez du mal quand on tue un chien, alors que parfois on tue les Congolais par les Koulouna dans cette ville de Kinshasa. On n'a jamais pensé à une loi comme ça. Les gens qui fument du chanvre, on les condamne pour 3 mois, mais c'est lui qui a mangé les chiens en public, on veut le condamner pour 20 ans. Nous demandons aux députés nationaux de ne pas voter pour cette loi bidon. C'est une loi populiste. Je viens de suivre sur les réseaux sociaux l'interview de M. Tchani où il déclare qu'il a parlé avec moi, qu'il m'a vu et qu'il a même des photos avec moi. Je vous l'ai dit, franchement, mes sœurs et frères, c'est faux et archi faux. 1. Je n'ai jamais rencontré M. Tchani. 2. Je demande à M. Tchani qu'il exhibe ces photos auxquelles il fait allusion. J'ai toujours dit
Et je le répète encore, avec force, la famille reste la famille. Et il ne faut pas mélanger la famille et la politique. Il faudra faire la part des choses. Quand il s'agit de la famille, je suis responsable de cette famille. Donc, je me sens dans l'obligation d'intervenir. Moïse Katumbi est mon petit frère. Je l'ai fait grandir. C'est mon fils. Sa mère, Maman Virginie, elle est congolaise et non zambienne. Elle est congolaise d'origine de Bunkeya, grandie à Kashobwe. Ma mère était congolaise d'origine de Kashobwe. Maman Virginie n'était pas une femme de ménage. C'était la femme de mon père. Donc c'était ma belle-mère. Après ma mère, mon père était avec Maman Virginie. Maman Virginie était son épouse. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, trop c'est trop. Maintenant, avec tous ces mensonges, je me réserve le droit d'aller en justice et de poursuivre tout ce monde-là avec leurs calomnies, leurs déclarations mensongères. Je vais les poursuivre en justice parce que je suis fatigué. Biso ba imam na ba mizima topesi merci mingi na président de la République démocratique du Congo Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi awa na Congo démocratique. Président Antoine Tshilombo Tshisekedi batu bayena yeba problème te ya kokabula batu balua moko boye kabula batu ye moko Félix Antoine Tshisekedi azali kosangisa batu bayena yeba loi ya kokabula batu te batika batu nyonso mutu na mutu atia candidature na ye ba peuple nde bakovote peuple ya votaka mutu ezosala malamu botika bango basala bakotisa bakandidature na bango mais peuple ya kojuge nani ya kovote. Maître Arlette Odia, êtes-vous d'accord avec le député national Boris lorsqu'il affirme que les chiens donc ces animaux sont en voie de disparition en République démocratique du Congo? Voilà pourquoi il a initié cette proposition de loi pour protéger les animaux de compagnie. Madame Noëlla, la question n'est pas encore d'être pour ou contre. Il faut commencer par analyser l'intervention de l'honorable Boris Mboukou pour savoir mais c'est quel problème de société qu'il voudrait régler. Avant d'aborder cette question, laissez-moi vous faire une révélation. Allez-y. Je vis dans les milieux des gens qui consomment régulièrement le chien. Ah bon? Et dans ces milieux... Vous en avez déjà consommé aussi? Je n'en ai pas encore consommé, mais je les vois consommer. Okay. Dans ces milieux, je me suis aperçue que pour la plupart, ils se plaignent qu'après avoir consommé la viande du chien, ils ont des maux de ventre. Ah bon? Et même avant la proposition de la loi Tchani, moi j'ai dit aux uns et aux autres, mais si ça ne tient plus de consommer cette viande, arrêtez carrément de la consommer. Mais ça, ce n'était qu'une anecdote. Mais parlons du raisonnement de l'honorable Boris Mboukou. Apercevez-vous que le chien, c'est un animal de compagnie dans plusieurs pays. Dans notre pays aussi, parce que nous avons plusieurs cultures. C'est un aliment dans d'autres coins de la capitale. Au Kasaï, par exemple, les loups. Par exemple. Mais quand on vous dit que le fait pour vous de consommer le chien scandalise d'autres tribus, la logique voudrait que vous puissiez la consommer, mais de manière réservée, de manière peut-être aussi cachée. Pourquoi pas? Boris Mboukou n'a pas dit qu'on ne devrait plus consommer la viande de chien. Vous pouvez consommer en mais cachette, pas en public. Pas en public, tout simplement parce que ça scandalise. Mais là, c'est lorsqu'il dit que c'est un espèce en voie de disparition en RDC. Mais cela n'est pas une fausseté. Ce n'est pas une parce qu'il est contredit par Fedi Mukendi, qui estime que c'est juste une démarche tribale. Madame,
quand vous allez au Maniema, vous allez dans la grande province orientale, vous vous rendrez compte que le chat est nourri pour garder la maison. Et dans d'autres provinces, notamment le Maniema, c'est pour accompagner les chasseurs à la chasse. Et quand ces chasseurs vous disent qu'ils ne peuvent pas facilement se faire accompagner des chiens parce qu'ils sont en voie de disparition, pourquoi ne pas les croire? Pourquoi ne pas les croire? Je pense tout simplement qu'il faut couper la poire en deux. Ceux qui veulent continuer à consommer les chiens et qui la trouvent comestible, vous pouvez bien le faire, mais arrêtez de le faire en public, serait meilleure chose. Il y a quelques années, quelques mois, un monsieur, un homme blanc, qui serait parti au grand marché chercher un lézard. Il avait scandalisé tout le monde. Un lézard. Il avait scandalisé tout le monde. Vous vous souvenez encore de la fameuse chanson Moussele Kété. Donc, quand vous pensez avoir, n'est pas être gêné à consommer la viande des chiens, aider les autres en la consommant en cachette plutôt qu'en public. Aujourd'hui, il y a notre débat. Proposition de loi Tchani, alignée déjà pour cette session ordinaire à la Chambre basse du Parlement. Comment voyez-vous cette proposition, CEDUC, ce collectif qui œuvre, bon, si je dois vous croire, pour le bien-être de la population congolaise? Vous faites bien de nous croire, Madame Noëlla. Ok, dites-nous, oui, la proposition de loi Tchani. Tout ce qui est bien dans cette proposition, c'est que c'est l'exercice tout simplement démocratique. Nous sommes dans une démocratie, les citoyens sont chacun libres d'opiner et de proposer de partager carrément leur opinion avec les autres. Donc, aux uns de l'accepter et à d'autres de la refuser. Essayons de comprendre l'argumentaire de M. Noël Tchani. Il dit qu'il faut verrouiller certaines fonctions tout simplement pour ne pas être exposé au risque du manque de loyauté aux Congolais qui ont un attachement avec une autre nation, soit par leur père, soit par leur mère. Mais je pense que cet argument n'est pas suffisant. Nous avions vu des Congolais qui sont Congolais de père et de mère et qui trahir la patrie. Qui n'ont pas servi le pays comme il le faut. D'autres n'ont pas servi. D'autres n'ont pas servi la patrie. D'autres ont changé la nationalité à la première occasion. Ça veut dire que le problème de loyauté ne devrait pas s'analyser de cette manière. Mais non, quand on nous parle plutôt de cibler de certaines autorités politiques, vous savez, nous sommes dans un pays... Cette proposition de loi cible, elle est en train de cibler parce que ceux même qui la proposent, vous les entendrez faire des attaques aux autorités politiques qui ciblent notamment mais les lois ou les propositions ont toujours un caractère impersonnel, non? Elles sont supposées avoir un caractère impersonnel et général. Mais maintenant, là, nous vivons tout à fait autre chose. On ne peut pas comprendre que M. Noël Tchani, qui dit proposer une loi impersonnelle, mais à longueur de journée, sur ses pages Facebook et Twitter, s'attaquer à M. Moïse Katumbi. C'est là que nous, en tant que CEDUC, donc c'est Moïse Katumbi. C'est ainsi que nous, en tant que CEDUC, nous disons que si Katumbi est la cible des Tchani, si ceux qui soutiennent la loi veulent clouer M. Moïse Katumbi, en tout cas qu'ils se règlent leurs problèmes entre eux, mais qu'ils n'entraînent pas les nombres des Congolais qui sont de pères ou des mères congolaises et qui ont un attachement fort avec la République. Vous savez que la grande partie de ces Congolais, pour la plupart, ils ne seront jamais candidats président de la République. Mais il suffit pour la République de leur dire que vous n'êtes pas entièrement Congolais, que vous ne pouvez pas accéder à certaines responsabilités, ça suscite en eux un sentiment de révolte qui mais nous le voyons quand même sur d'autres cieux, non? Les hautes fonctions, il y a certaines fonctions qui sont quand même verrouillées, réservées à ceux qui sont, comme on l'a dit aujourd'hui, de pères et de mères dans ce pays-là, et que certaines personnes estiment que c'est aussi important pour la RDC de verrouiller certaines fonctions. Vous faites bien de poser cette question, mais souvenez-vous que nous n'avons pas la même histoire. Nous n'avons pas les mêmes textes antécédents. Nous avons ici une constitution qui a définitivement réglé cette question, qui définit la nationalité d'origine donnée à un citoyen ou reconnue à un citoyen qui a soit un père,
soit une mère congolaise. Mais pourquoi et en ce moment changer toute cette ossature? Comme je vous l'ai dit, s'ils ont des comptes à rendre à Moïse Katumbi, ils n'ont qu'à les rendre à lui, monsieur Moïse Katumbi, et pas au reste des citoyens qui pourraient se retrouver dans les mêmes conditions que Moïse Katumbi. Vous avez suivi tellement qu'il y a beaucoup de réactions. Cela a même poussé KTB Katoto à se prononcer, à fixer l'opinion. Mais il y a des gens, des observateurs qui se posent la question. À un moment, KTB Katoto a servi des béquilles à plusieurs Congolais qui se sont même attaqués à son frère Moïse Katumbi. Comment est-ce que vous voyez sa démarche aujourd'hui? J'ai entendu beaucoup de gens relever des contre-vérités dans les propos de KTB Katoto. Moi-même, je l'ai senti. La République, vous l'aviez senti. La République a retiré la nationalité congolaise à Moïse Katumbi parce qu'il y avait suffisamment de soupçons qu'il n'était pas congolais. À partir du moment où la nationalité lui avait été retirée, il s'est déplacé à travers le monde. Oui, c'était avec quel point? C'était avec quel passeport? C'était avec quelle identité? C'était avec quelle nationalité? Ces choses, on ne doit pas les oublier. Ça date on avait même parlé seulement des passeports dans les annales de notre pays. Voilà. Je ne pense pas que pour défendre une opposition quelconque, il faut renier toute l'histoire de notre pays. Aujourd'hui, Madame Noëlla, quand vous dites aux Congolais que Moïse Katumbi ne l'est pas, croyez-moi, même ceux de son parti en sont convaincus. Mais la situation a tout simplement changé parce que M. Tshisekedi lui a reconnu la nationalité congolaise. Donc à partir de ce moment, tout change. Quand la République, le régime de M. Kabila avait alerté l'opinion en disant que nous étions trompés, M. Katumbi n'a pas de nationalité congolaise, il a gardé pendant longtemps sa nationalité italienne. L'UDPS avait crié au scandale. Mais non, ils se rendent compte que Kabila avait raison, que le régime de Kabila avait raison. S'ils veulent régler les comptes, je ne suis pas de ceux qui saluent les règlements de compte. Mais je considère que à partir du moment où la République a reconnu à Moïse Katumbi la nationalité congolaise, le régime de Tshisekedi a reconnu que Moïse Katumbi la nationalité congolaise, il lui a donné le passeport ordinaire, il lui a laissé obtenir sa carte d'électeur. Le débat ne se pose plus. Mais Maître Arlatodia, est-ce que vous voulez nous dire que derrière tout ce qui se passe, c'est le régime Tshisekedi? Absolument, on ne peut pas dire le contraire. Mais le porte-parole du gouvernement a dit qu'il ne faut pas mêler le gouvernement ou l'État congolais ou le Tshisekedi dans cette histoire. Mais ça, c'est de dire, il faut analyser le comportement. Il y a quelques mois passés, la question avait été soumise à l'Assemblée nationale. Les bureaux d'études de l'Assemblée nationale avaient rejeté cette loi. Et ça coïncidait avec l'adhésion de Moïse Katumbi au sein de l'Union sacrée. Pourquoi le débat ressurgit au moment où Moïse Katumbi décide de se retirer de l'Union sacrée? Ce n'est pas anodin. Nous faisons l'analyse des faits politiques, ils ne peuvent pas nous contredire. Donc, pour nous, il faut tout simplement être cohérent. Quand vous reconnaissez à un étranger une nationalité congolaise, reconnaissez à cet étranger de jouir de tous les droits des Congolais. Madame, Messieurs, à présent, prenons un autre dossier de notre rendez-vous de la semaine. Et là, nous allons parler des élections en République démocratique du Congo. Décembre 2023, la Constitution exige au régime Tshisekedi d'organiser des scrutins. Oui, je suis venu présenter mes civilités au VPM de l'intérieur parce que depuis qu'il a été élevé en cette grande responsabilité, nous n'avions pas encore eu l'occasion de nous retrouver ensemble. En marge de cette visite, je suis venu partager avec lui les préoccupations d'ordre sécuritaire par rapport à ce qui se passe en Ituri, ma province d'origine, mais aussi par rapport à ce qui se passe à la Chopo, la province qui abrite l'archidiocèse de Kisangani, dont j'assume la responsabilité pastorale. C'est autour de la situation sécuritaire que nous avons échangé avec le VPM
Et il a réservé une oreille attentive aux préoccupations que nous avons partagées avec lui. Il nous a rassuré qu'il partagera ses préoccupations avec la hiérarchie. Oui, à Bunia, les massacres continuent dans la province. Et depuis pratiquement une semaine, on se demande pourquoi. Autant de massacres. Et au niveau de Kisangani, il y a les conflits fonciers qui opposent des communautés entre elles, ou alors des conflits qui voient la spoliation des biens des individus, mais aussi des institutions comme l'Église. Et tout récemment, vous avez peut-être vu par la voie des médias comment un groupe d'inciviques se déclara autochtone de la région, s'est arrogé le culot de venir spolier 5 hectares du grand séminaire Saint-Augustin de Kisangani. Et nous avons pris des dispositions pour saisir les autorités compétentes afin d'arrêter net cette velléité, cette propension de spoliation. Le rapprochement entre la Commission électorale nationale indépendante et l'entreprise Meta s'inscrit dans la logique de réduire la désinformation et l'ingérence électorale dans l'utilisation des outils numériques des Meta. Le numéro 1 de la centrale électorale a apprécié la synergie qui prend corps entre son institution et les groupes matérialisés par une séance de formation organisée dans la même journée au bénéfice de l'équipe de communication de la CENI à laquelle ont pris part quelques cadres et agents sous la supervision du directeur des cabinets Dieudonné Chiyoyo. Remercions l'équipe Meta qui a dû bousculer ses programmes pour aménager le temps qu'il fallait en vue de dispenser cette formation. Le directeur des cabinets a souligné l'importance des premières forces qui réinventent les outils numériques devenus incontournables, surtout dans les contextes électoraux. Madame Sido Ide Balkissa, directrice des politiques publiques Afrique, a expliqué que plus de 40 000 personnes à travers le monde travaillent dans les domaines de la sécurité. C'est 3 fois plus qu'en 2017 et qu'au sein de l'entreprise même, 40 équipes sont impliquées dans ce travail. Prenant le relais, le responsable des programmes des partenaires de confiance, Jeanne Elon, et ses collègues des politiques publiques Afrique francophone, Ilunga Mpiana et Judith Mongala, responsables des partenariats gouvernement ONG, comme parlant d'une même voix, ont mis l'accent sur les différentes méthodologies de travail avec des tâches bien précises, obéissant aux objectifs clés édictés. Empêcher toute ingérence, supprimer les contenus nuisibles et limiter la désinformation en plus d'améliorer la transparence. Pour sa part, Tom Bonsondi s'est apaisanti sur la lutte de tous les instants à laquelle se livre Meta contre les producteurs de fake news sur leur plateforme. Dans la partie interactive, les participants ont soulevé des questions auxquelles les experts ont apporté des réponses convenues. C'est au terme de cette première rencontre qui ouvre une séance de plusieurs autres que le directeur des cabinets s'est réjoui de toutes les informations partagées et surtout de cette collaboration qui s'instaure entre la CENI et l'entreprise Meta. Rappelons que sur les 3,7 milliards d'utilisateurs de l'application Facebook, plus de la moitié de la population mondiale, 204 millions sont localisés en Afrique subsaharienne. Le collectif pour le développement et l'unité du Congo, Maître Arlette Odia, est-ce que vous vous êtes fait enrôler? Je ne me suis pas fait enrôler. Le collectif pour le développement et l'unité du Congo, SEDUC, notre structure, ne s'est pas fait enrôler. Bien au contraire, nous avons même appelé au boycott de cette opération d'enrôlement parce que seule une CENI peut procéder à l'opération d'enrôlement et actuellement nous n'avons pas de CENI. Mais il y a Kadima qui est là, non? Denis Kadima est là, président de la Commission électorale nationale indépendante. Mais que veut dire la CENI? C'est la Commission électorale nationale indépendante. Ça veut dire que c'est une structure d'appui à la démocratie qui ne doit pas totalement dépendre de l'opposition, ni totalement dépendre de la majorité ou de la société civile. Mais Kadima ne dépend de une symbiose.
Kadima peut ne pas dépendre de personne, même cela n'est pas acceptable, ça ne convainc personne. Tout le monde sait que c'est un militant de l'UDPS. Mais ce que je voudrais plutôt vous dire, c'est qu'il fallait que l'opposition délègue ses membres au sein de cette CENI. À partir mais il y a l'opposition, Didi Manara. Madame, je pense que nous avons tous lu la loi. Il faut d'abord, en cette matière, c'est la loi qui nous oriente. La loi dit que les délégués des parties prenantes sont envoyés par le parti politique, contrairement à la loi de 2018. Cette loi qui disait que c'est les groupes parlementaires qui signent, n'est-ce pas, la délégation ou la désignation des animateurs. Voilà. Mais aujourd'hui, en 2023, pour 2023, la loi a changé. À partir de ce moment, on doit nous conformer à ce que dit la loi. Et cette loi dit que c'est les partis politiques. Ça ne pouvait qu'être les partis politiques de l'opposition qui devraient. On a l'opposition, on a la société civile. Mais comment dire que la démarche est respectée quand les partis phares de l'opposition n'ont pas signé les procès-verbaux de désignation? Vous allez peut-être me poser la question, mais pourquoi vous qualifiez celui-là des phares et l'autre des moins phares? Et dites-nous. Tout simplement parce que c'est ce que dit la loi. La loi qui organise l'opposition dans notre pays dit que les répartitions des responsabilités sont faites au prorata du poids politique. Et dans notre Assemblée nationale, c'est notamment le PPRD, un parti qui aujourd'hui, dans les conditions que vous savez, c'est reconnu de l'opposition, qui a le plus grand poids politique au sein de l'Assemblée nationale. C'était à nous de déléguer les animateurs au sein de la CENI, comme ça avait été le cas en 2011 avec Jacques Njoli, en 2000. Mais aussi, vous êtes vraiment plein dans le PPRD parce que vous avez respecté quand même les mots d'ordre du secrétaire général. Ces mots d'ordre ne pouvaient qu'être respectés. Et maintenant, Maître Arlette Odia a un passeport. Et vos membres là, parce qu'aujourd'hui, nous savons tous que c'est la carte de la CENI que vous avez boycottée, qui constitue... qui est d'office une carte d'identité en attendant que l'on puisse donner quand même les cartes d'identité. Que font vos membres? Posez cette question aux gens du pouvoir en leur disant que la carte d'électeur, c'est un instrument politique. Parce que c'est cette carte qui permet aux citoyens d'aller opérer leur choix. La carte d'identité, c'est un document citoyen. Et ils avaient promis de nous donner les deux, et la carte d'électeur et la carte d'identité. Kabila voulait les faire à son époque. L'UDPS avait crié au scandale. L'UDPS avait dit, bon, mais Kabila ne peut pas donner la carte d'identité parce qu'il voudrait tricher aux élections. Kabila a dit, bon, d'accord, quand vous viendrez au pouvoir, donnez aux Congolais à la fois la carte d'électeur et la carte d'identité. À partir du moment qu'ils n'ont pas donné aux Congolais la carte d'identité, ils ne peuvent pas obliger à ce Congolais de se munir d'un instrument politique qui ne vient pas dans les conditions favorables. Nous sommes en droit de refuser cette dites-nous la vérité. Est-ce que vous pensez vraiment que tous les membres de votre structure, ces Congolais lambda, ont respecté ce mot d'ordre? Mais la condition n'est pas pris, non, leur carte d'identité, ils ont pris leur carte d'électeur. Voilà. C'est autrement dire que même ceux qui sont du pouvoir, tous ont pris leur carte. Si c'était le cas, la CENI ne vous dirait pas qu'elle a enrôlé autour de 10 millions ou de 20 millions, parce que les Congolais, nous sommes en nombre de 100 millions. Mais si vous pensez, Madame Noëlla, que la CENI a enrôlé d'ordre n'a pas été respecté, Madame, je vous dis ceci. Si vous pensez que le mot d'ordre du PPRD n'a pas été enrôlé et n'a pas été respecté, partant du fait que nous sommes 100 millions de Congolais, alors il devrait y avoir 90 ou 80 millions de détenteurs de cartes d'électeurs, ce qui n'est pas le cas. On n'a pas compté les enfants et les mineurs. Nous sommes légèrement en deçà. Comprenez par là que le Congolais n'ont pas seulement respecté le mot d'ordre, mais surtout compris la quintessence de ce mot d'ordre. On ne peut pas aller obtenir une carte d'électeur pour par une CENI, délivrée par une CENI inexistante. Vous avez dit au début de cette émission qu'il fallait le changement, c'est-à-dire qu'il faut rompre avec l'actuel régime. Oui. Et le seul moyen, c'est aller aux élections. Mais maintenant que vous avez boycotté ces élections,
vous avez boycotté même l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs et que Tshisekedi de son côté ne jure que par le respect de la Constitution. Comment est-ce que vous pensez rompre alors avec le régime de Tshisekedi? Monsieur Tshisekedi n'a jamais respecté la Constitution. Il n'aime même pas cette Constitution, il l'a dit. Il a dit dans son discours de 6 jours... Il n'aime pas la Constitution. Il a dit dans son discours de 6 minutes, s'il vous plaît, que pour lui, le salut du peuple, c'est la loi suprême. Ça veut dire que toutes les autres lois ne comptent pas pour lui. Donc, est-ce que vous êtes sûr que c'est ce qu'il a voulu dire? Mais ça, c'est vous qui pouvez dire le contraire. Mais moi, je ne dis pas le contraire. Les éléments sont là. Prenons la constitution de l'Union sacrée. Pendant que les articles 96 et 97 disent que au sein du gouvernement, on ne peut pas retrouver des animateurs qui exercent des fonctions dans leur parti politique. Nous avons M. Vital Kamerhe, président de son parti politique, vice-président au sein du gouvernement. Vous parlez de la charte qui a été signée dernièrement? Nous avons M. Jean-Pierre Bemba, président de son parti politique et au même moment vice-premier ministre. Nous avons plusieurs présidents des partis politiques. Au même moment, président de leur parti politique et membre du gouvernement. Ça viole la Constitution. Mais M. Tshisekedi a signé cette ordonnance des redynamisations du gouvernement. Lui-même, il est président de l'UDPS et il est président de la République. Vous n'allez pas dire que ce monsieur respecte la Constitution. Nous exigeons le respect de la Constitution. Nous exigeons le respect de la loi qui organise la CENI, le respect de la loi qui organise l'opposition politique dans notre pays. Et nous irons aux élections dans le délai. Vous êtes conscient qu'en exigeant le respect, comme vous dites là, de la loi qui régit la CENI, ça prendra encore du temps si aujourd'hui on doit reprendre la procédure. La responsabilité n'est pas la nôtre, madame. Et c'est-à-dire qu'on ira au-delà de 2023. Posez la question à ceux qui ont orchestré la violation de ces lois. Vous exigez aujourd'hui. Nous sommes en droit de l'exiger parce que ce sont des droits acquis. Tshisekedi s'est dit, ok d'accord, j'accepte. Retrouvons-nous. C'est-à-dire que vous allez endosser le fait que nous allons partir au-delà de 2023 Madame pour avoir Ouella, des élections. Ne laissez pas ces gens emprunter des raccourcis. Il y a l'obligation de respecter les lois de la mécanisme alors, parce le faire. Il n'y a que quelques mois qui nous séparent, même pas des années, mais des mois qui nous séparent de 2023 décembre. C'est à nous de répondre à ce préalable ou à ce problème, parce que la responsabilité n'est pas la nôtre. Notre responsabilité était tout simplement de déléguer les animateurs au sein de la CENI. Tshisekedi a refusé de nous accorder cette possibilité. Alors il a nommé avec les autres. Absolument, absolument, il l'a fait, tout le monde le sait. Mais non, posez-lui la question. Pour notre part, nous qui avons accepté de faire route au sein de l'opposition, nous exigeons la tenue des élections dans le délai. Pas un seul jour de plus. Mais non, vous exigez comment? Parce que déjà, visiblement, c'est comme si vous n'allez pas participer, le PPRD. Ce n'est pas possible. Et donc, en 2023, les élections sont le PPRD. Assumé, parce que l'UDPS l'avait aussi assumé, non? L'article 8 de la Constitution dit que les droits de l'opposition politique sont sacrés. Et dans notre pays, le PPRD, le parti de Joseph Kabila, ancien président de la République, c'est la première force de l'opposition politique. Il y a aujourd'hui l'Équateur, Martin Fayoulou, Moïse Katumbi, Matata Mpogno qui était hier avec vous, qui vous a lâché. Je ne remets pas en cause cet état de choses. C'est-à-dire que le PPRD ne pèse plus. Non, je ne pense pas que c'est de cette manière qu'on devrait analyser les choses. Alors dites-moi, quand on parle des choses sérieuses, il faut partir sur la base des indicateurs. Je vous ai dit ici que c'est la loi qui définit les poids politiques. Et les poids politiques est toujours fonction du nombre numérique au sein de l'Assemblée nationale. Exactement. Et les nombres de partis politiques qui sont aujourd'hui dans l'opposition, du nombre de ces partis, le PPRD est la première force parce qu'il compte le plus grand nombre de députés au sein de l'Assemblée nationale. Mais nous partons aux élections en 2023. Les élections en 2023. Votre question est bonne. Vous n'avez pas des cartes d'électeurs. Nous ne les prendrons pas. Vous n'allez pas les prendre aussi longtemps que la CENI ne va pas exister. Il n'existe pas de CENI. Il existe une structure qui dépend totalement de la majorité, alors qu'elle ne devrait dépendre. C'est un peu la version de ce que vous avez aussi de l'opposition ni de la société civile, mais dépendre
au même moment de toutes ces parties prenantes. La donne a changé, hein? C'est ce qu'on disait hier du PPRD. Aujourd'hui, le PPRD... Ce n'est pas la même chose, madame. Je vous ai dit que la loi a changé. La loi de 2018 disait que les délégués sont envoyés par le groupe parlementaire. Par le groupe parlementaire, oui. La loi de cette année dit que les délégués sont désignés par les partis politiques. Donc, ne mélangez pas les choses. Non, mais quand j'ai dit la donne a changé, c'est un peu ce que aussi l'opposition disait en son temps, l'UDPS disait. Mais et même la population aussi le disait qu'aujourd'hui, là, nous avons une CENI qui appartient totalement au pouvoir et c'était Joseph Kabila Kabange. Mais comment aujourd'hui, c'est Joseph Kabila Kabange qui le dit aussi que la CENI appartient totalement à l'UDPS. Hier, l'opposition disait que la CENI appartenait à Joseph Kabila. Comment cette opposition motivait sa position et comment l'opposition de ce jour motive sa position. Hier, Étienne Tshisekedi et tous ceux qui l'accompagnaient dans l'opposition disaient non à Kalamba tout simplement parce que la tête de Kalamba ne les plaisait pas. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Nous ne disons pas non à Didi Manara, à Agé Matembo, à John Tokole et à Ditou Monize tout simplement parce que leurs figures ne nous plaisent pas. Non, nous disons non parce que les principes n'ont pas été respectés en la matière. Alors que de l'autre côté, on affirme avoir respecté les principes. Mais c'est maintenant, si on a élection en 2023, donc vous ne serez pas dans la course. Il ne peut pas y avoir des élections sans l'opposition, c'est ce que je vous dis. La Constitution dit que les droits de l'opposition, que la population congolaise comprenne ça. Sont sacrés. La population congolaise le comprend. Et si maintenant, j'insiste encore parce que le chemin tracé, c'est qu'en décembre 2023, nous devons avoir des élections. Absolument. Et que de l'autre côté, déjà, dans le couloir, on dit que, même pas dans le couloir, parce qu'il y a déjà qui le disent à travers les médias, que c'est Joseph Kabila Kabange, votre candidat. Et pourquoi pas? Il sera notre candidat. Et par quelle magie? Par la magie de la loi, par la magie de la alors qu'il a déjà épuisé son temps requis, mais ça le temps requis par la Constitution. Ça ne l'empêche pas de revenir. Il est maintenant sénateur à vie. Lisez l'article 72 de la Constitution, c'est cet article qui fixe les conditions. Oui, mais on parle d'un sénateur à vie déjà. Cela ne m'importe pas. Moi, je vous parle de la Constitution et je vous donne. Il n'y a personne d'autre que Joseph Kabila. Il n'y a que Joseph Kabila. Le débat n'est pas celui-là. Nous sommes libres de choisir Joseph Kabila, tout comme de choisir un autre. Et dans les cas d'espèce, nous choisissons Joseph Kabila. Ah bon? Ah oui. Ah, clairement, on comprend qu'il n'y a que Joseph Kabila, pas quelqu'un d'autre. Prenez-les comme vous voulez. Pas non pas Ramazani Chadari qui était son dauphin, non. Madame, Joseph Kabila Kabange. Ramazani Chadari n'est pas un candidat déméritant. Il est à sa place. Vous voyez comment il est en train de présider le parti. Vous ne pouvez pas le prendre pour les élections qui se pointent déjà. La question n'est pas encore totalement réglée au niveau de notre parti politique, mais déjà, dans l'informel, comprenez que le parti choisit Joseph Kabila et nous avons la mission de l'expliquer aux Congolais et la tâche ne sera pas difficile parce que les Congolais les comprennent déjà et réclament le retour de cette personnalité qui avait totalement été incomprise. Ah, les Congolais les réclament? Absolument, madame. Hier, ils ne l'avaient pas compris et à juste titre. Vous voyez comment il est venu au pouvoir. C'est au lendemain du décès de son père. Toute la diabolisation qui a été faite autour de Joseph Kabila, voilà, certains ont dit qu'il n'était pas congolais, d'autres ont dit que c'est lui qui avait liquidé son père pour prendre son poste. À partir de ce moment, les Congolais ne pouvaient pas avoir un regard objectif sur la personne de Joseph Kabila. Il a réalisé des choses qu'il avait promises. Le regard n'était toujours pas objectif. Maintenant qu'il n'est pas au pouvoir, ces Congolais ont regardé avec beaucoup plus de recul et compris que c'est l'homme qu'il nous faut. Ah bon, avant de prendre les derniers dossiers, Maître Arlette Oudia, le PPRD ne joue que sur Joseph Kabila Kabange comme son candidat. Là, c'est Maître Arlette Oudia, mais curieusement, nous voyons qu'il y a beaucoup de membres qui vous lâchent, hein, surtout dans les Front commun pour le Congo, et qui vont s'attacher à l'Union sacrée de la nation. Et dans le couloir, on dit qu'ils ont compris. Et certaines personnes vont même loin. Hein. Je ne l'affirme pas, mais je dis, c'est qu'on attend à travers les réseaux sociaux pour vous dire que c'est Joseph Kabila quand même qui a dit, bon, moi je ne veux plus encore rentrer là. Dites-nous, mais comment expliquez-vous le fait que certaines personnes vous lâchent? Ou c'est Dieu qui n'a pas encore compris les choses? Madame Noëlla, laissez-moi vous dire que la question du candidat du FCC et du PPRD n'a pas encore été discuté ou débattu
au sein de oui, notre ça on a famille entendu, mais politique, dites-nous voilà. les départs qu'on enregistre ces derniers temps. Je comprends. Oui. Laissez-moi vous dire qu'en ce moment, Joseph Kabila n'est pas aux affaires. Il peut se comprendre que certains de ses compagnons le lâchent. Parce que la plupart des acteurs politiques congolais sont opportunistes. Que cela ne vous étonne pas, parce que même pour ceux qui sont au pouvoir, il y en a qui lâchent Félix Tshisekedi. Il a emporté avec lui M. Delis Sanga. Il a pu entraîner à ce côté M. Moïse Katumbi. Ils ne sont plus avec lui en ce moment. La plupart de ceux qui défendaient bec et ongle, il est également parti. La plupart de ceux qui hier défendaient bec et ongle Félix Tshisekedi après l'avoir rejoint. Il y a les Lambert Mende, il y a le Évariste Bochab, il y a le Okoto. Aujourd'hui, il ne parle presque plus de Félix Tshisekedi. On peut déjà comprendre qu'ils sont déçus. Il y a eu même une réunion de l'Union sacrée de la Nation pour préparer la sortie officielle. On les a vus, ils étaient là. Lambert Mende était comme là, des poules mouillées, tout le monde a observé. Ah bon? Comme des poules mouillées. Et quand vous voyez un acteur politique se présenter quelque part comme une poule mouillée, ça veut dire qu'il n'est pas totalement présent à cet endroit. Madame, Messieurs, à présent le dernier dossier, nous allons parler de la situation sécuritaire en République démocratique du Congo. Le complot, ce n'est plus un secret, donc c'est connu, c'est connu. Mais maintenant, il faut agir. Pour agir, nous devons tous être comme un seul homme, nécessairement. Et pour le faire, il faut mettre de côté les sentiments, les questions politiciennes, les questions de repositionnement et tout ça. Les gens se battent pour se positionner aux prochaines échéances. Mais pour quel pays? Sauvons d'abord le pays. Vous voulez diriger quoi? Vous voulez diriger qui demain? Si demain nous n'avons plus le pays, vous serez ministre, vous serez député, vous serez sénateur, vous serez président de quel pays? Donc je pense que là, il faut que vraiment il y ait une interpellation collective et que cette fois-ci, ce ne soit pas de l'hypocrisie où les gens parlent pour parler, tout simplement. Donc, cette interpellation, en tout cas, aujourd'hui, plus que hier, elle est à sa place. Le président Kagame a transgressé l'histoire. Il a délibérément choisi de traverser l'histoire. Ce qu'il n'a pas dit et qu'il aurait dû dire, c'est que c'est lui qui est à la base et la cause de tous les problèmes que nous avons à l'est de la République démocratique du Congo depuis plus de 20 ans. Rappelez-vous que c'est lui qui a créé les RCD, les CNDP, les M23. Il fournit armes et munitions à tous ceux qui déstabilisent l'est de la République démocratique du Congo. Je me fais le devoir de rappeler ce que le président a dit. C'est que pour notre patrie, nous la défendrons à chaque centimètre et qu'il est hors des questions de laisser penser ces velléités, ces idées expansionnistes du président Kagame, c'est là être bien clair. En plus, je pense qu'il faut peut-être demander à la Belgique de lui rappeler ce qu'étaient les actes de nos frontières. Il y a quelques semaines, nous avions fait un briefing avec le professeur Chimangu Kalala, qui avait bien expliqué cette problématique des transferts des frontières, etc. Donc aujourd'hui, ce que le président Kagame doit faire, c'est de respecter ses engagements souscrits dans le cadre de la feuille de route de Luanda, de cesser de soutenir le M23, qui a été démontré mondialement, de retirer ce main de la haine, comme le pape l'avait dit. Et c'est mieux de faire comme ça que de penser que par une forme de mégalomanie, on peut réussir à tromper toute une opinion pour penser pouvoir mettre la main sur quelques centimètres de terre de la République démocratique du Congo. Il faudra marcher sur toutes nos populations et sur tous nos soldats pour penser arriver à un dessein si cynique. Si le président Kagame a choisi délibérément de mal lire l'histoire, c'est pas de notre faute. Nous, les gouvernements, nous travaillons. Alexis Tchamala, cadre du Parti Congrès National Congolais, parti cher à Pius Mwabilou, a condamné avec fermeté les propos tenus par Paul Kagame au Bénin. Ce notable d'Elemba estime que le président rwandais est allé au-delà des limites. A osé dire, il est allé au-delà de ses limites pour dire que non, les Rwandais a des terres à réclamer au Congo. Or, c'est le contraire. C'est la RDC qui a des terres à réclamer au Rwanda. C'est le contraire. Donc, je comprends le monsieur, il a pété le plomb. Il a pété le plomb, Kagame a pété le plomb parce qu'il est arrivé au bout de ses forces. Il était habitué d'infiltrer notre armée,
de créer une guerre pour passer au brassage. Et brassage, infiltrer notre armée, tuer nos autorités, empoisonner nos militaires. Le gouvernement ne doit pas tomber dans le piège de Paul Kagame, a-t-il expliqué. Le gouvernement a répliqué, mais ce qui est vrai, ce que Kagame a fait, c'est une déclaration de guerre. Mais nous ne pouvons pas tomber dans son piège. Le gouvernement, c'est un gouvernement de sages. Nous avons un Premier ministre qui est capable. Nous avons un ministre de la Défense nationale qui est en train de faire un bon travail pour qu'on puisse mettre fin à cette guerre. Donc le gouvernement ne peut pas tomber dans les pièges de Kagame pour dire que non, voilà, nous déclarons la guerre contre le Rwanda et nous allons aller chercher à récupérer. Nous n'allons jamais tomber dans ces pièges. Signalons que ces propos ont été tenus au cours d'une conférence co-animée par le président Paul Kagame du Rwanda et son homologue du Bénin, Patrice Talon, le week-end dernier. Maître Arlette Odia, Paul Kagame réclame ses terres en République démocratique du Congo. C'est une vaste blague. Il sait très bien qu'il n'a pas de terres à nous réclamer. Aujourd'hui, il a beaucoup plus de courage. Un courage que l'on qualifie de courage diabolique. Et d'où lui vient ce courage? Tout simplement par les accords qu'ils ont eus avec M. Félix Tshisekedi, notre président de la République. Il l'a dit dans l'un de ses discours qu'il avait reconnu un peu plus de droits à M. Kagame aux pays voisins parce qu'il estimait que nous sommes des voisins, nous les serons pour toujours. Il avait pensé qu'on pouvait partager les richesses de notre pays ensemble, autant que la RDC pouvait profiter des richesses des pays voisins. Mais quelles sont ces richesses? Il a tout simplement sacrifié la République. Hier, Joseph Kabila était au pouvoir, jamais Kagame n'avait tenu ses propos. Quand il le tient en ce moment, les Congolais comprennent beaucoup de choses. Ce n'est pas une stratégie que Kagame essaie un peu d'utiliser pour distraire le Congolais? Non, pas pour distraire le Congolais, pour distraire ses partenaires congolais. Et il sait bien le faire parce que vous avez vu la réaction du porte-parole du gouvernement. Cela me pousse directement à vous dire que j'ai suivi le porte-parole du gouvernement dire que voilà ce que Kagame devrait faire, voilà ce que Kagame ne devrait pas faire. Mais est-ce qu'ils se remettent eux-mêmes en cause? Ça veut dire le gouvernement, le président de la République, l'exécutif, le pouvoir législatif, sur leurs responsabilités dans l'insécurité ou la question de l'insécurité dans notre pays? Est-ce qu'eux font ce qu'ils doivent faire? L'insécurité qu'ils créent eux-mêmes, l'instabilité politique. Mais bien sûr, madame, la sécurité dans un pays et même la défense du territoire national dépend essentiellement de la gestion des questions politiques au sein de ce pays. En ce moment, quel est le climat politique dans notre pays? Nous vivons quel climat politique? Maître Arlette Odia, est-ce que cette histoire, cette affaire d'insécurité devrait seulement être une affaire du gouvernement ou ça doit concerner tous les Congolais, y compris Maître Arlette Odia, y compris le PPRD, y compris les SEDUC? Mais vous avez raison de poser cette question et les Congolais sont totalement impliqués. Imaginez qu'ils ne soient pas impliqués, quelles seraient en ce moment les conséquences? Vous voyez comment les forces armées de la République se battent pour maîtriser, pour maintenir la paix et la sécurité dans notre pays. Mais quelquefois, c'est même les membres du gouvernement, les membres du parti présidentiel qui leur font des procès d'intention. Ils disent, voilà, il y a l'armée qui ne travaille pas convenablement, il y a l'armée qui n'est pas structurée, il y a l'armée qui est infiltrée. Vous ne voyez pas les acteurs politiques de la majorité accompagner cette armée. Cela est regrettable et nous en comptons les conséquences négatives. L'Assemblée nationale a prorogé pour la énième fois l'état des sièges décrété dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. Est-ce que vous pensez que cette démarche du président de la République va quand même produire? Mais quand nous disions que l'état de siège n'était pas la formule magique pour mettre la paix, remettre la paix dans notre pays. Mais quand même, ça a permis à la RDC de connaître beaucoup de choses, non? Mais quel beaucoup de choses? Le problème n'est pas de connaître ces choses parce qu'on peut bien les connaître tout simplement avec le travail des services de sécurité et de services d'intelligence. Il est question plutôt de ramener la paix au pays. Mais c'est la démarche de l'actuel régime. Mais ce n'est pas du tout vrai, madame. Parce qu'on continue
de compter des morts. On les compte à longueur des journées. Je vous dis que la solution à ce problème, c'est d'abord de ramener un climat propice politique au sein de notre pays. Le vivre ensemble collectif a connu un coup. Les tissus sociaux de Congolais s'est complètement abîmé. Voyez-vous comment la question des minerais est traitée dans l'ancienne province du Katanga et même un peu partout dans la République. Comment les gens qualifiés des kabylistes, comment ils sont traités par les pouvoirs en place. Mais ils sont aussi congolais. Il y a de ces kabylistes que M. Kabila ne connaît pas. Tout simplement, ils apprécient Kabila, ils pensent qu'il doit revenir, ils pensent qu'il doit gouverner le pays. Et ces gens sont indexés, ils sont maltraités dans ce pays. Ça crée un climat d'instabilité. Dans le vivre ensemble des Congolais, ces choses, ça doit se régler. Aujourd'hui, le monde entier peut parler de Paul Kagame comme agresseur dans l'Est de la République démocratique du Congo. C'est qu'on ne pouvait pas dire hier, reconnaissez quand même que la diplomatie de Félix Tshisekedi a produit des fruits. Cela n'est pas vrai, madame. Ah bon? Tout le monde sait qui est M. Kagame. Mais est-ce qu'on pouvait parler de Kagame comme agresseur? Mais on en a toujours parlé, peut-être pas dans le même terme. Le problème des gens de l'UDPS, ils veulent que nous disions tous la même chose de la même manière. Joseph Kabila avait répété que l'ennemi de notre pays, entre autres, c'est M. Kagame, mais pas forcément le peuple rwandais. Mais le président Kagame a toujours travaillé contre les intérêts de la sous-région et spécialement les intérêts de son grand voisin qui est la RDC. Le problème n'est pas celui-là. Commencez par résoudre le problème fondamental dans notre pays. Il y a des Congolais qui pleurent, qui se plaignent de l'injustice. Comment ils gèrent cette question d'injustice? Vous pensez qu'un Congolais victime d'une injustice, il peut accompagner les actions du gouvernement? Il y a quelques jours, on venait d'opérer des mouvements au sein de la police congolaise. Avez-vous appris que ces policiers ont été affectés? Chaque autorité promue a rejoint son poste. Or, quand dans le service comme la police, il y a des nominations et aussitôt il n'y a pas l'exécution de l'ordonnance, il se pose un problème d'instabilité. Personne ne sait d'autres ont déjà commencé et son autorité. Absolument pas, madame. Informez-vous, vous me donnerez raison. Les gens du gouvernement, vous savez combien le régime de Félix Tshisekedi a fait rêver des Congolais? Même dans les camps des collaborateurs de Joseph Kabila, il y en avait qui pensaient que un autre régime doit venir pour donner un souffle nouveau. Mais c'est la déception et la désillusion totale. Ils doivent changer cet état de choses et ça va profiter à l'ensemble des Congolais. Maître Arlette Odia, aujourd'hui on parle de l'insécurité dans l'Est de la RDC, même ici à Kinshasa, dans le plateau des Bateke, pas seulement à Kinshasa, dans d'autres provinces, vous avez suivi Monseigneur Ntebi qui a même parlé de Tchopo, aussi où il y a l'insécurité, la situation à Komout. Est-ce que ce climat d'insécurité-là favorise la tenue des élections crédibles, transparentes et apaisées? Pas du tout, mais dans la plupart des cas, vous verrez que c'est les gens du pouvoir qui alimentent cette insécurité parce que, comme vous le savez, ils veulent du glissement. C'est nous qui disons non au glissement. Hier, l'opposition voulait du glissement parce que c'était une opposition qui avait fait plusieurs années dans l'opposition et qui n'avait peut-être pas suffisamment de moyens pour battre campagne. L'opposition d'aujourd'hui, c'est une opposition qui a déjà servi. Et la plupart de ceux-là ont suffisamment de moyens pour aller en campagne. Donc, nous n'avons pas intérêt à un glissement. Ils ont eu beaucoup de moyens lorsqu'ils étaient aux affaires. Pas seulement les moyens financiers, il y a aussi les moyens humains. Les Congolais ont compris qu'on s'était trompé en faisant confiance à l'UDPS et à Félix Tshisekedi. Et c'est un avantage pour nous. Et c'est déjà un capital en plus pour aller aux élections avec une grande détermination. Donc, Maître Arlette que nous voulons de ces élections et nous les exigeons. Vous êtes l'une des femmes politiques qui facilement vous acceptez les débats. Mais aujourd'hui, on a beaucoup de femmes qui disent qu'elles veulent être des candidats, mais curieusement, difficilement, elles sont prêtes à se prononcer sur des questions politiques. Qu'est-ce qui se passe? Je vous réponds en vous rappelant des faits qui date d'il y a quelques mois, peut-être quelques années, dans les annales politiques du pays,
quand Joseph Kabila était au pouvoir, il y avait beaucoup de femmes au sein de l'opposition, au sein de la majorité et qui acceptaient les débats. Aujourd'hui, avec Félix Tshisekedi, vous et nous faisons tous les constats que les femmes ne veulent pas des débats, ils ne veulent pas aller à la rencontre des alors qu'il y a maintenant plus quand même des femmes qui sont... Pourtant, c'est parce que, tout simplement, la politique, aujourd'hui, elle a perdu de tout son contenu. On ne fait plus la politique pour répondre aux besoins de la communauté. Et on fait la politique pourquoi? Tout simplement pour s'y remplir des poches. Tout simplement pour se créer une immunité. Mais aujourd'hui, c'est de plus en plus. Et les Congolais ont payé le prix. Et c'est complètement fini pour ce rendez-vous de la semaine. Maître Arlette Odia, la population congolaise vous regarde et vous avez 1 ou 2 minutes pour vous exprimer. Merci beaucoup déjà pour votre invitation. Merci pour ces Congolais qui nous accompagnent et qui comprennent le sens de notre combat. Il y en a qui se posent encore beaucoup de questions, mais pourquoi Joseph Kabila devrait rentrer? Pourquoi le CEDUC milite pour ce retour du président Joseph Kabila, le roi David, comme aime bien l'appeler son épouse, maman Olive Lembe. Ah bon? Alors, Joseph Kabila Kabangé, roi David. C'est tout simplement parce qu'il y a un programme de développement qui a été suspendu avec la venue au pouvoir de Félix Tshisekedi. Et ce projet doit continuer. On ne peut pas comprendre que des pays comme le Sénégal, comme la Côte d'Ivoire, comme même le petit Rwanda, ils sont en train de se développer. La RDC est toujours en retard. Malgré ses richesses. Voyez les débats dans notre pays. C'est voilà, X a dit ceci, X a dit, Y a dit cela. Pourtant, les débats doivent se faire autour des idées forces qui doivent amener ce pays à se développer. Et nous rassurons les Congolais que nous allons mener cette tâche, difficile soit-elle, et on n'a aucun doute qu'on va arriver au résultat final. Madame, Messieurs, c'est complètement fini pour ce rendez-vous de la semaine qui a eu le plaisir de recevoir pour vous Maître Arlette Odia, présidente du collectif pour le développement et l'unité du Congo et aussi proche du PPRD qui s'est donc engagé, comme vous l'aviez suivi, pour le retour de Joseph Kabila Kabangé au pouvoir. Et merci bien, certainement vous avez aimé ce numéro de Info 7. Je ne cesserai de le dire, Info 7 est un magazine de Congo Télévision. Info 7, votre magazine, Info 7, notre magazine. Merci de rester fidèle à la chaîne Haute Définition. Au revoir et on se retrouve prochainement pour un nouveau numéro de votre magazine de la semaine. Eh bien, c'est l'heure.